Imaginez-vous à la gare d'Hanovre par un soir brumeux de juin 1924. Vous êtes jeune, perdu, votre train a du retard. Un homme en uniforme s'approche avec un sourire rassurant et d'une autorité empruntée à la police, tolérée par les agents, il circule où il veut. De sa voix douce, il vous demande « Bonsoir, puis-je vous aider ?» Il porte un uniforme, inspire confiance. Alors vous acceptez de le suivre. À cet instant précis, vous commettez votre dernière erreur, car cet homme que toute la ville respecte cache un secret monstrueux. Dans les 6 prochaines années, 24 jeunes gens vont disparaître après avoir croisé son chemin. Leurs corps, démembrés, finiront dans les eaux de la Leine. Bienvenue, je suis la comtesse de l'Ombre et je vais vous révéler comment le prédateur le plus rusé d'Allemagne a opéré sous le nez de la police en étant auxiliaire de police. Si ce mystère vous intrigue déjà, abonnez-vous, car dans 5 minutes, vous découvrirez pourquoi personne n'a soupçonné Fritz Hartmann pendant 6 longues années. Notre histoire commence donc en mai 1924 par une découverte macabre. 2 jeunes enfants jouent près de la Leine quand le rire se fige soudain. Dans la vase, là, à leurs pieds, quelque chose d'impensable refait surface. Un crâne. Oui, un crâne humain, avec les vertèbres sectionnées d'un coup sec. 3 semaines plus tard, un nouveau crâne est retrouvé, puis un troisième. Tous portent la même signature, une coupe d'une précision troublante qui révèle une connaissance de l'anatomie. Nous recherchons donc un expert. Serait-ce un médecin, un boucher, un vétérinaire ? Je suis Heinrich Schretz, commissaire à la criminelle. Cette affaire va bouleverser ma carrière et ma vision des crimes, car le tueur que nous traquons défie tous nos codes. Pourquoi personne ne signale ces disparitions ? Se pourrait-il que ce soit parce que nos victimes sont invisibles aux yeux de la société, des soldats déracinés, des apprentis en fuite, des vagabonds, une population fantôme dont l'absence ne trouble personne? Et qui peut approcher ces jeunes gens méfiants sans éveiller de soupçons? Permettez-moi de vous présenter Fritz Hartmann, 44 ans, figure respectée de la gare centrale d'Hanovre, et je vous arrête tout de suite, il n'est pas un rôdeur des bas-fonds, comme vous l'imaginez. Non, Fritz Hartmann est auxiliaire de police officiel, Criminal Hartmann. Pour les habitants, l'homme qui aide les voyageurs perdus, contrôle les papiers suspects, maintient l'ordre dans la gare. Voilà pourquoi personne ne l'a soupçonné. Qui peut douter d'un auxiliaire de police ? Sa couverture était parfaite. Imaginez donc la scène. Vous débarquez à Hanovre, désemparé. Cet homme affable en uniforme vous aborde. Vous semble préoccupé. Puis-je vous aider ? Il vous inspire confiance, alors, sans vous méfier, vous acceptez son aide. Et c'est là que vous rentrez dans ses filets. Un prédateur le plus malin d'Allemagne. Mais Hartmann ne chasse pas seul. Il partage sa mansarde de 7 mètres carrés avec Hans Granz. Lui a 29 ans. Il est séduisant et un compagnon aux mœurs plutôt troubles. Voici comment il procédait. Hartmann attirait ses victimes dans son appartement de la Rotsrei. Là, il les violait avant de les tuer en leur mordant sauvagement la gorge. Parfois pendant l'acte sexuel même. Puis, méthodiquement, il démembrait les corps avec un couteau de boucher. Les ossements, eux, finissaient dans la Leine. Les vêtements et les objets personnels étaient revendus au marché noir. Et le détail le plus horrible est que, selon la rumeur persistante, Hartmann vendait aussi de la viande. Mais Hartmann n'est pas boucher. Et oui, les habitants d'Hanovre achetaient sans savoir de la chair humaine qu'ils faisaient passer pour du porc. Officiellement, Granz aide Hartmann à revendre des vêtements récupérés. Mais on peut se poser la question, d'où viennent tous ces costumes élégants que possède un auxiliaire de police aux revenus modestes ? Je vous donne un premier indice, parce que je suis sympa. Plusieurs témoins voient Granz désigner discrètement certains jeunes gens à Hartmann dans la gare. « Celui-là, il a l'air perdu », glisse-t-il. Ou « Regarde comme il est bien vêtu, lui ». Simple conversation ou sélection de proie ? Attendons la suite. Les soupçons naissent d'un détail anodin. Madame Engel, propriétaire d'Hartmann, s'interroge. Il sort régulièrement avec des paquets de viande, mais n'en rapporte jamais par contre. Et puis, il y a ses vêtements qui revend sans cesse. Les voisins aussi témoignent. Hartmann traîne des sacs lourds vers la rivière, toujours la nuit. Ces sacs laissent parfois des traces sombres sur le pavé. Des traces de sang. On pense tous à la même chose, n'est-ce pas ? Que pensez-vous qu'ils contiennent ? Si vous êtes sûr de vous, écrivez votre hypothèse en commentaire. 17 juin 1924, Berlin m'envoie 2 agents secrets. Mes supérieurs doutent de la police locale et j'aurais tendance à dire qu'ils ont raison. Ces hommes découvrent les habitudes prédatrices de Hartmann.
Le fait qu'il arpente la gare chaque soir, observe et sélectionne. Le 22 juin, coup de théâtre. Nos agents assistent à une agression. Harman s'en prend brutalement à Karl Fromm. Il n'a que 15 ans. Mais voici le retournement. Harman appelle immédiatement la police. Il accuse sa victime de voyager avec de faux papiers. Le prédateur qui dénonce sa proie, c'est un monde. Karl Fromm révèle alors l'incroyable, l'innommable. Il vient de passer 4 jours chez Harman, subissant violence et terreur dans cette mansarde. Harman l'a menacé de lui trancher la gorge avec son couteau de boucher. 4 jours d'enfer dont il a miraculeusement réchappé. Voilà notre premier survivant, celui qui va nous ouvrir les portes de l'antre du monstre. Une perquisition a lieu le 23 juin. Dans les 7 mètres carrés de son foyer, il découvre avec effroi que les sols sont imbibés de sang séché. Les murs sont éclaboussés. On devine très bien l'horreur de ce qui s'est produit ici. Plus loin, plus de 100 vêtements masculins entassés. Et ce lit de camp, littéralement saturé de sang lui aussi. Ce lit où il tuait ses victimes. On ne peut pas appeler ça un logis, mais c'est une chambre d'abattoir. C'est un abattoir clandestin. Harman tente encore de mentir. Ce sang, mais non, il vient de mon commerce de viande, voyons. Ses habits, que vous dire, c'est juste de la récupération. Mais comment expliquer que certains vêtements correspondent exactement aux descriptions des familles de disparus, et ce seau trouvé chez lui qui servait manifestement à transporter des restes humains? 1er juillet, sous interrogatoire, Harman finit par avouer, mais seulement 7 meurtres. Nous pressentons pourtant qu'il y en a eu bien davantage. Et quand on lui demande combien il en a vraiment tué, il répond « quelque part entre 50 et 70 ». 5 juillet, décision spectaculaire. Faire baisser le niveau de la Lane et voir ce qu'elle nous cache. Ce qui remonte à la surface dépasse nos cauchemars. Plus de 500 ossements humains. L'expertise révèle qu'ils appartiennent à un minimum de 22 victimes, toutes jeunes, toutes des hommes âgés de 14 à 20 ans. Les crânes sont pour la plupart écrasés, selon les mots d'Harman lui-même. Il ne gardait que rarement les têtes intactes. 22 vies fauchées par ce duo maudit. La Lane, qui gardait ses secrets depuis 6 ans, a ce jour-là livré ses morts. Jusqu'ici, quel élément vous trouble le plus? Le statut officiel de Harman, le rôle de Grants ou cette méthode de mise à mort par morsure, tel un vampire? Votre instinct d'enquêteur penche vers quoi? Poursuivons, voulez-vous? Hanovre découvre l'impensable. Un monstre a vécu 6 ans parmi ses habitants protégés par son uniforme, dévorant littéralement une jeunesse vulnérable. Le 4 décembre 24 sonne l'ouverture d'un procès historique. 190 témoins, l'Allemagne entière est tenue en haleine. Harman avoue sa méthode, il regardait à peine le visage de ses victimes. Je les tuais en leur mordant ma gorge, parfois pendant l'acte. Ça me procurait un plaisir orgasmique. Quand on lui montre des photos des disparus, il répond avec nonchalance « Je les ai probablement tués, mais pour être honnête, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de leur visage. » Les preuves s'accumulent. Une lettre de Grants prouve qu'il a payé 20 marks or pour le costume de Fritz Wittig, seulement quelques jours après sa disparition. D'autres témoins confirment. Grants désignait bel et bien les victimes. Le duo criminel ne fait plus de doute. Grants étant le rabatteur, Harman l'exécuteur. Le verdict tombe enfin le 19 décembre. Fritz Harman est reconnu coupable de 24 meurtres et condamné à mort. Hans Grants, en tant que complice reconnu, prend 12 ans de prison. Harman se dresse fièrement et dit tête haute « J'accepte ce verdict. J'irai au bio joyeusement. Je suis sain de corps et d'esprit. Il m'arrive seulement d'avoir des lubies de temps en temps. Si je t'ai libéré, je récidiverai à coup sûr. » Grants, lui, s'effondre en larmes. C'est le 15 avril 25, à l'aube, que la guillotine bien affûtée tranche net. Les derniers mots du monstre auront été « Je me repens, mais je n'ai pas peur de la mort. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, après tout. Après, j'aurai la paix. » Cette affaire révolutionne la criminalistique. Pour la première fois, nous comprenons qu'un tueur peut se cacher derrière l'uniforme, l'autorité et la respectabilité. Fritz Harman n'était pas un rôdeur, comme on l'imaginait, c'était un homme de confiance que personne n'aurait pu soupçonner. Officiellement, il y aura eu 24 vies brisées, peut-être 50 selon les aveux. Friedel Roth, Fritz Frank, Wilhelm Schulz,
Ces noms méritent qu'on s'en souvienne. Cette histoire nous enseigne une vérité glaçante. Le mal absolu peut porter le masque de la respectabilité. Celui qui tend la main pour vous aider peut être celui qui vous détruira. Si cette enquête vous a captivé, likez et partagez. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos investigations, car derrière chaque sourire rassurant peut se cacher un prédateur. La confiance aveugle est le plus sûr chemin vers l'abîme. Et souvenez-vous, dans l'ombre, je veille.